personnes sous surveillance au Mali pour raison d'Ebola, mais la vigilance reste de mise. Des nouvelles du Soudan du Sud, un an après le conflit de décembre 2013, des cérémonies éveillées ont eu lieu hier à Djouba pour commémorer ce triste anniversaire. Reporters sans frontières annonce la hausse des enlèvements et violences à l'encontre des journalistes. L'information figure dans son rapport de 2014. C'était là les principaux titres de ce journal. Merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. Un an exactement après le début des combats, la guerre civile meurtrière au Soudan du Sud ne montre aucun signe d'apaisement et le plus jeune pays du monde continue de s'enfoncer dans la violence. Lundi, des cérémonies religieuses et des veillées aux chandelles marqueront ce triste anniversaire à Djouba ou dans les pays voisins où se sont réfugiés des centaines de milliers de Sud-Soudanais. Il n'existe aucun bilan officiel des tueries et l'International Crisis Group estime qu'au moins 50 000 personnes sont mortes. Des diplomates évoquent le double. Des militants sud-soudanais ont publié lundi une première liste très partielle de 572 noms de victimes confirmées du conflit qui seront lus lors de veillées à Djouba et Nairobi, ainsi espère-t-il sur les radios sud-soudanaises. Le Mali a levé la surveillance pour toutes les personnes ayant pu avoir des contacts avec les porteurs du virus Ebola, un soulagement qui ne doit pas faire baisser la garde tant que l'épidémie est toujours présente dans la région. Terminer le suivi des personnes contacts identifiées au Mali. Le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri d'hôpital le 11 décembre. 433 personnes avaient été mises sous surveillance après le cas confirmé. C'est un jour extrêmement important parce que pour la première fois, donc, nous terminons le suivi des contacts qui étaient identifiés après l'enregistrement des cas de maladie à virus Ebola au Mali. Donc, il n'y a plus de cas de maladie à virus Ebola au Mali aujourd'hui. Mais nous avons encore besoin d'un certain temps pour déclarer le Mali complètement libéré de cette épidémie. Les règles de l'OMS consistent à observer une période deux fois la période d'incubation des 21 jours après le premier test négatif. Donc nous allons encore attendre jusqu'en mi-janvier, donc le 17 janvier, pour pouvoir déclarer le Mali complètement donc libéré de la maladie. Une bonne nouvelle qui n'exclut toutefois pas la menace qui demeure tant que toute la région ne sera pas débarrassée de l'épidémie. La menace est encore là. Tant que les trois pays les plus atteints, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, ne seront pas complètement libérés, la lutte va continuer au Mali. Donc nous avons beaucoup de travail à faire sur le terrain, au niveau des districts frontaliers en particulier, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Depuis octobre, le Mali a enregistré 7 décès dus au virus Ebola sur son territoire. Une fillette de 2 ans venue de la Guinée voisine qui n'a entraîné aucune propagation et un imam également en provenance de la Guinée qui a contaminé directement ou indirectement 7 personnes dont 5 sont mortes. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Abuja lundi pour un sommet sur la sécurité dans la sous-région. Était également au menu de cette rencontre le point sur la progression du virus Ebola et le lancement officiel du tarif extérieur commun en vue de la création de marchés communs dans la région. Abuja a accueilli lundi la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui a permis d'aborder, entre autres thèmes, la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, notamment la présence plus que jamais active des groupes djihadistes dans le Sahel et l'insurrection islamiste du groupe armé Boko Haram à laquelle le Nigeria fait face. La lutte contre l'épidémie d'Ebola, qui décime certains pays de la sous-région, s'est également invitée au débat. Depuis le début de l'épidémie en mars, la maladie a causé plus de 7000 décès, au-delà d'avoir eu un impact négatif sur notre économie. J'en appelle donc aux États membres, ainsi qu'à nos partenaires de développement et à la communauté internationale, de contribuer généreusement au Fonds de solidarité CEDEAO pour combattre la maladie du virus Ebola. Les chefs d'État présents ont officiellement lancé les tarifs extérieurs communs.
Ils se sont également félicités du fait que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui la région du continent progressant le plus rapidement avec une croissance économique moyenne de 7% en 2013 contre 6,6% en 2012. Nous avons fait beaucoup de progrès lors de ce sommet, notamment le lancement des tarifs extérieurs communs qui constituent un premier pas vers la création d'un marché commun dans cette région. Nous avons réfléchi à des façons de répondre aux défis de l'extrémisme et du terrorisme. Nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs au Burkina Faso, alors que le gouvernement de transition guide le pays vers des élections en novembre prochain. Le but principal de cette organisation, créée en 1975, est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En bref et en images, le président zimbabwéen Robert Mugabe a quitté Harare dimanche pour des vacances en Extrême-Orient. Des vacances qui devraient durer jusqu'à la mi-janvier. Pendant ce temps, l'intérim à la tête de l'État est assuré par le nouveau vice-président Emmerson Mnangagwa. Une domestique ougandaise confondue par une vidéo qui a scandalisé le monde entier a été condamnée lundi à 4 ans de prison en Ouganda. Cette domestique a roué de coups un bébé de 18 mois dont elle en avait la garde. Les détails. Jolie Tumuire, la jeune femme de 22 ans, lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, avait plaidé coupable de torture, un crime passible de 25 ans d'emprisonnement. Mais, vendredi, le tribunal de Kampala qui la juge avait requalifié les faits en maltraitance, infraction passible de 5 ans de prison. La juge a estimé que Jolie Tumuire avait commis des actes injustifiables et inexcusables et l'a condamnée à 4 ans de prison en raison de la cruauté exercée sur un enfant innocent et sans défense. Ce n'est pas à nous de décider de la punition pour ce qu'elle a fait. La Cour a décidé que cela serait 4 ans de prison. Et si la société estime que c'est suffisant, eh bien qu'il en soit ainsi. Les images enregistrées par une caméra placée dans leur salon par les parents de la fillette, difficilement soutenables et largement diffusées sur Internet, ont choqué le pays et le monde entier. L'enfant n'a gardé aucune séquelle physique de la pluie de coups très violents infligés par l'employé de maison, mais les parents ont dit être toujours traumatisés, ainsi que leur fille. En tant que parents, nous sommes heureux que cela soit fini. Notre petite fille va bien physiquement et c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, la personne a été condamnée et elle a accepté qu'elle a commis un crime. Il est courant au sein de la classe moyenne ougandaise de confier les enfants aux employés de maison, souvent logés à domicile et sous-payés. Mais certains commentateurs ont rappelé que les violences contre les enfants en Ouganda sont largement répandues à la maison ou à l'école, sans susciter autant d'émotions. Je vous l'annonçais en titre, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières a rendu public son rapport 2014 des violences visant la presse. Un rapport qui met en exergue la hausse des enlèvements et l'instrumentalisation de la violence à l'encontre des journalistes. Plus de précisions avec le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Dans le bilan 2014 des violences commises contre les journalistes, il apparaît que 66 journalistes ont été tués en 2014 dans l'exercice de leurs fonctions. Ça porte depuis 10 ans à 720 le nombre de journalistes tués. Les menaces sont de plus en plus terribles. Les modes de violence contre les journalistes sont de plus en plus barbares. Décapitation, mise en scène de propagande absolument affreuse. Et puis un nouveau phénomène apparaît aussi, c'est ce terrible accroissement des kidnappings, des enlèvements de journalistes, avec une hausse de 37% cette année, qui porte à 119 le nombre de journalistes enlevés. Les endroits dangereux, c'est ceux aujourd'hui où il y a des milices comme celle d'État islamique, donc en Syrie ou en Irak. Mais parmi les pays dangereux, on ne doit pas oublier la Libye. L'est de la Libye est l'une des zones les plus dangereuses. L'est de l'Ukraine, c'est la zone où il y a eu le plus d'enlèvements de journalistes cette année. Au moment où nous parlons, il y a toujours dans les prisons du monde 178 journalistes qui le sont parce qu'ils ont fait leur métier, parce qu'ils ont voulu enquêter. Et il faut ajouter
à ce chiffre un nombre identique de journalistes non professionnels, de nets citoyens, eux aussi retenus pour les mêmes raisons. Les pires endroits du monde pour les journalistes, de ce point de vue-là, c'est la Chine, avec 30 journalistes professionnels en prison. La lave du volcan au Cap-Vert, en éruption depuis le 23 novembre, continue de progresser lundi après 4 jours de repos. Elle a déjà détruit 2 villages riverains sans plus de dégâts. Les quelques 1500 habitants avaient été évacués. Après 4 jours de repos, l'éruption de Pico de Fogo, située au sud du Cap-Vert et haut d'environ 3000 mètres, ne cesse de progresser. La coulée de lave a commencé dimanche sur 2 fronts qui, une fois arrivés en bas, ont fusionné pour n'en faire qu'un seul plus large, ne laissant aucune chance au village de Bangaera de s'en sortir. Avant Bangaera, c'est Portela qui a été entièrement englouti. Ces 2 villages, aujourd'hui rayés de la carte, abritaient plus de 1700 habitants, tous déplacés vers San Felipe, la capitale de l'île. La coulée de lave se dirige maintenant vers Fonsaco, dont les habitants ont été prévenus de se tenir prêts à être évacués. La précédente éruption du Pico de Fogo remonte à 1995. Elle n'avait causé aucune perte en vies humaines. Le Venezuela est le 2e pays le plus violent au monde. Alors pour certains, la sécurité n'est pas un sujet à prendre à la légère. Les Vénézuéliens les plus fortunés sont prêts à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour assurer leur protection. Reportage. Dans cette entreprise de sécurité de Caracas, on peut faire blinder sa voiture et l'équiper de vitres résistantes aux balles pour quelques dizaines de milliers de dollars. Une somme que de plus en plus de Vénézuéliens sont prêts à dépenser pour assurer leur sécurité. Ça peut être un grand chef d'entreprise comme une personne ordinaire qui possède un petit commerce. Cela ne fait pas de différence quand il s'agit de blinder une voiture. Les gens veulent se protéger et ils en ont effectivement besoin. Le Venezuela est aujourd'hui le 2e pays le plus meurtrier au monde, derrière le Honduras. En 2014, le pays a compté presque 4 enlèvements par semaine et 65 homicides quotidiens. Alors les Vénézuéliens qui en ont les moyens ne lésinent pas sur leur protection et le business de la sécurité est devenu très rentable. Les vitres blindées, gilets pare-balles ou encore gardes du corps ne sont plus réservés aux seules personnalités. Il y a 2 choses fondamentales dans ce pays. C'est la sensation d'insécurité et le besoin de se sentir protégé. Au Venezuela, la criminalité a augmenté de manière exponentielle. Mais se protéger a un coût. Au moins 2000 $ pour un gilet pare-balles et la même somme par mois pour une escorte de garde du corps. Un investissement hors de portée pour la majorité des habitants du pays où le salaire minimum est d'environ 50 $. Le mieux, c'est de passer le plus inaperçu possible, de faire profil bas et de passer très simplement dans n'importe quel endroit. Pour beaucoup, la seule protection abordable consiste donc à éviter de rentrer tard et à s'enfermer chez soi à la tombée de la nuit.